Vous êtes toujours sur Info Télévision, l'émission c'est le grand soir de lundi à vendredi. Nous sommes ensemble pour échanger autour des sujets qui font l'actualité. Et bien entendu, je le réitère, le 237, c'est au Cameroun. Donc pour tous ceux qui nous reçoivent hors de nos frontières, n'oubliez pas d'ajouter 237 lorsque vous décidez de contribuer à cette émission. Le code d'accès reste le même, le 699 13 50 75. Et bien entendu, nous ferons toujours l'effort de rendre solennel vos réactions au niveau où nous pourrons, parce que vous êtes très nombreux à réagir et c'est pas toujours évident. Alors on va s'intéresser à présent à l'égalité des chances, tout en souhaitant une bonne fin de séjour au Cameroun au général Brice Oligui Nguema. Un bon retour au Gabon. Le Gabon, les Gabonais restent connectés au Cameroun. On est des pays frères, même si jusqu'ici je comprends pas pourquoi on vient pas votre huile de palme pour l'amener chez nous, mais bon. C'est encore un autre débat qu'on aura l'occasion d'avoir sur ce plateau. Voilà, avec la belle image, vous comprenez que ça a été officiel, ça a été acté. Le général Brice Oligui Nguema était donc face au patriarche Paul Biya cet après-midi. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui en est sorti? Attendez nos prochaines éditions, on aura l'occasion de venir débriefer avec vous parce qu'on ira fouiner pour vous. C'est notre responsabilité. Et restez bien sûr sur Info Télévision au fur et à mesure, on fera ce qu'on pourra pour venir vous donner la quintessence de ce qui s'est dit de l'autre côté. Parce que parfois on devient des fourmis pour vous. Pour aller écouter. Alors, on va parler d'autre chose à présent. Égalité des chances. Je le disais tantôt, hier était une journée consacrée à la lutte pour les égalités, pour l'égalité des chances sur le plan international. Nous, on va un tout petit peu tropicaliser le sujet. On va rapprocher le sujet de nous et questionner l'effectivité de cette égalité des chances au Cameroun. Monsieur Awono, déjà ça implique, d'après la structure qui a décidé de valider cette journée mondiale, qu'on parle d'égalité d'opportunités, les mêmes chances pour tout le monde sur le plan de la société. Et c'est ce qui a justifié aujourd'hui qu'on décide de consacrer toute une journée à la bataille pour l'égalité des chances. Alors la question, elle est claire pour tout le monde à la maison. Est-ce qu'on vit véritablement cette égalité au Cameroun ou ça reste un mythe? Ça reste un très gros mythe au Cameroun parce que lorsqu'on parle d'égalité de chances, on voit tout de suite l'équité, la justice sociale. Oui. Mais lorsque vous regardez le fonctionnement de notre État, vous avez l'impression de ce qu'il y a les en haut d'en haut et les en bas d'en bas. Et qu'il y a une fracture sociale énorme entre ceux qui vivent très bien, qui ont tout de l'État, qui sont à peine 10%, et les autres 80-90% qui souffrent carrément chaque jour. Donc, on peut difficilement parler d'égalité de chance pour tous dans le contexte actuel du Cameroun. Parce que le Cameroun fonctionne sur la base du favoritisme, qui est pratiquement le contraire de l'égalité de chance pour tous. Donc, si vous n'avez pas votre père qui a été en quelque chose de la République, vous ne pouvez pas être quelque chose, vous ne pouvez pas avoir le C'est pas un peu péremptoire aussi de le dire ainsi, parce qu'on en a quand même qui réussissent à trouver leur place dans la société sans être l'enfant d'eux. C'est très minimal. Marginal, quoi. Très marginal, très minimal. Ceux qui peuvent s'en sortir alors que leur père était planteur, par exemple, qui peuvent s'en sortir, être en quelque chose de la République. C'est pour ça que j'ai dit, si votre père n'a pas été quelque chose de la République, vous ne pouvez pas, par exemple, avoir le concours de l'ENAM, le concours de l'école normale. Ça reste les deux, ou le concours de l'EMIA, jusqu'à ça reste les trois écoles qui intègrent directement à la fonction publique. Si votre père ou votre oncle, votre grand cousin n'est pas en quelque chose de la République, vous ne pouvez pas être quelque chose. Donc, l'égalité de chance pour tous au Cameroun reste encore un très gros mythe. Il faut peut-être que on commence à faire des débats comme ceci. On commence à en parler. Là, je parle même seulement de l'égalité de chance pour tous ceux qui sont peut-être pas encore handicapés. Si vous prenez encore le cas des handicapés, c'est encore très compliqué. Si vous prenez même le cas des femmes, entre femmes et hommes, là, c'est encore un peu compliqué parce que lorsqu'on parle du Parlement, le président dit souvent que c'est 30% pour les femmes. Donc, ça devient, ce n'est pas encore ça. Véritablement, l'égalité, c'est encore très loin. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire pour que finalement, on comprenne que nous sommes dans une société évolutive où véritablement,
tout le monde est censé avoir les mêmes chances pour pouvoir parler de justice sociale, pour pouvoir parler d'équité. Et c'est le véritable souci au Cameroun actuellement. C'est pour ça que vous verrez que les Camerounais sont devenus très colériques. Lorsque vous passez la route, il suffit que vous disiez bonjour à quelqu'un pour que la personne commence à vous regarder bizarrement, alors que c'est un signe de politesse. Donc vous comprenez que les Camerounais vivent des frustrations à cause du manque d'égalité entre les chances. C'est vraiment pas trop ça. On a l'impression qu'il y a ceux qui sont très bien et d'autres qui sont très mal. Il y a donc une fracture sociale très énorme qui mérite à un moment donné d'être rattrapée pour que ces frustrations soient de moins en moins visibles sur le visage des Camerounais. Monsieur Ngachou, on va quand même reconnaître également que les classes sociales existent depuis la nuit des temps et qu'on aura toujours les classes sociales. Est-ce que ça remet en question les possibilités d'égalité de chance entre les citoyens au Cameroun? Il a parlé tout à l'heure des femmes et des hommes. Là, il parle d'une égalité de genre. C'est clair qu'on a peut-être également la pesanteur de la culture qui fasse qu'aujourd'hui, on ait du mal à être dans l'objectif que se donnent les organisations internationales, d'avoir ces mêmes possibilités pour tout le monde. Je vais entrer quand même dans sa logique, parce que quand on parle d'égalité des chances, vous voyez, déjà je salue ce qui est fait au niveau du Cameroun pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une égalité des chances. Si je prends par exemple le secteur de l'éducation, vous voyez, il y a beaucoup d'associations, beaucoup de personnes, contrairement à ce qu'on observait il y a longtemps, je ne vais pas citer les peuples où les enfants d'un même père n'avaient pas les mêmes égalités pour aller par exemple à l'école, où on disait que tel est confiné à tel type de tâche, lui doit aller à l'école. Vous voyez, aujourd'hui... On gardait les femmes à la maison, il faut le dire carrément, on envoyait les hommes à l'école. Effectivement, on voit que les mentalités ont évolué. Du point de vue de l'éducation, vous voyez qu'aujourd'hui, on a cette égalité de chance de voir les filles et les femmes aller à l'école, encore que les femmes même parfois sont plus intelligentes que les hommes. Maintenant, quand on parle de l'égalité des chances, je vais parler du point de vue du travail, puisque c'est un peu ça qui nous intéresse. Je vais laisser, on dit au Cameroun que nous sommes tous, pas qu'au Cameroun partout, que nous sommes tous égaux, devant nous doit jouir tous des mêmes privilèges, mais avec le statut actuel au Cameroun, il est très difficile de parler d'égalité des chances. Il y a des cas isolés, effectivement, vous l'avez dit, où des personnes qui n'ont pas la chance, ou qui ont eu des parents, ceci ou cela, de pouvoir tirer leur épingle du jeu, mais c'est au prix de quoi? De beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses. Et donc, l'égalité des chances n'est pas véritable au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, on a par exemple une administration qui a travaillé, a enrichi un groupuscule de personnes. Vous voyez, vous avez des personnes qui sont au pouvoir depuis longtemps. C'est-à-dire que leurs familles, eux, sont très aisés, contrairement à d'autres qui ne sont pas. Alors que on peut donner des chances à d'autres personnes de venir prouver également. Et donc c'est un peu ça, c'est un mythe au Cameroun. Et nous devons travailler à ce que ça devienne une réalité. Parce que c'est... Et vous voyez là parler par exemple le cas du travail, vous avez des personnes, quand on parle par exemple en politique aujourd'hui, je salue la bataille de beaucoup de leaders, où on parle, je prends le cas du professeur Ndifo, où elle parle de moi ou même politique. C'est pour avoir des égalités, des chances, lorsqu'il y aura des suffrages à glaner. Donc je salue toutes les personnes qui militent pour qu'effectivement on tende vers une réalité de l'égalité des chances dans notre pays. Monsieur Menguédé, votre réaction à ma question, puisque je prends la même question d'abord pour tout le monde, et puis on va avancer. Réalité, mythe, égalité des chances. Bien, Rosalie... C'est vrai que les deux prédécesseurs penchent plus pour le mythe. Vous les suivez ou vous pensez quand même qu'on a une bride de réalité? J'irais peut-être un peu plus... Vous enfoncez le clou. Un peu plus loin pour enfoncer le clou. Juste pour dire que, pour moi, questionner les questions d'égalité des chances au Cameroun, en termes de mythe ou réalité, revient à questionner les questions d'égalité d'accès à l'éducation, parce que pour moi, tout part de là. Pour qu'on puisse parler des chances, on suppose que là, c'est avoir une chance pour chacun, d'avoir une chance d'être inséré dans la société, de vivre à peu près normalement. Pourquoi je dis même à peu près? De vivre normalement. Donc, il faut questionner les questions d'égalité d'accès à l'éducation. Il faut partir de là. Est-ce que, lorsque nous regardons notre système éducatif aujourd'hui, qui est composé de deux sous-systèmes, un sous-système francophone et un sous-système anglophone, est-ce que
les Camerounais, le parent camerounais a la possibilité, quel que soit l'endroit où il se trouve sur le territoire national, de choisir le système d'éducation qu'il pense qu'il est bon pour son enfant. Je ne pense pas. Il y a, c'est vrai, dans les grandes métropoles, vous pouvez avoir, là je suis dans les deux systèmes francophones et anglophones, il n'y a que dans les grandes métropoles, Yaoundé, Douala et Bafoussam et d'autres, et certaines grandes villes, disons capitales régionales, où on est sûr qu'on peut avoir les deux sous-systèmes représentés, même si ce n'est pas de façon du tout équitable. Là, il y a déjà un problème parce que les établissements publics bilingues sont très sous-représentés par rapport au système francophone qui est presque partout dans nos grandes villes. Maintenant, si vous allez dans la zone rurale, là-bas, vous allez vous rendre compte que dans une ville comme Ngoumou, par exemple, ou alors le département de... Mefou et Akono, vous allez vous rendre compte qu'on compte les établissements d'enseignement public anglophones. Il n'y en a pas. Ça veut dire que le sous-système anglophone est très sous-représenté là-bas. Moi, j'ai eu un souci avec mes enfants qui font le sous-système anglophone. J'ai eu de la peine à trouver un établissement pour eux pendant que je vivais dans la ville de Ngoumou. C'est difficile. Et même, lorsque vous allez dans ces établissements d'enseignement public anglophone, franchement, la qualité de l'enseignement n'y est pas du tout. On a l'impression qu'on forme justement des enfants au rabais. Ça fait qu'à un certain moment, ces enfants allaient comparer avec ceux qui sont dans les écoles privées anglophone, il n'y a pas match. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas déjà égalité. Là, je suis vraiment dans le sous-système en termes de représentation et même en termes de qualité d'enseignement. Maintenant, vous prenez, une fois que vous sortez de ce sous-système, vous prenez l'enseignement technique et l'enseignement général. Vous savez qu'à un certain moment, on a considéré l'enseignement technique comme étant le système d'enseignement qui était réservé aux enfants ratés, aux enfants qui sont difficiles à encadrer. Oui, à un certain moment au Cameroun, on l'a pensé. L'enseignement technique était réservé pour les enfants qui sont difficiles à éduquer à la maison. C'était réservé pour les enfants qui ne pouvaient plus aller, qui ne pouvaient plus suivre le cursus de l'enseignement secondaire, donc qui étaient un peu plus âgés. C'est là où on les disait, bon, tu vas faire la technique. Bref, l'enseignement technique, c'était pour les enfants qui étaient considérés comme peu brillants. C'est eux qu'on versait de ce côté-là. Vous voyez que de ce point de vue-là, on continue à construire l'inégalité entre les enfants. Mais ça, c'est quelqu'un qui construit. Si toi-même, tu sens que tu dois seulement aller faire la technique parce que tu n'es pas... Non, mais madame, le problème est d'abord au niveau de la promotion de cet enseignement, au niveau de ceux qui dirigent. Au moment où ils mettent ça justement en place, ils ont justement laissé croire aux parents que c'est l'enseignement, la preuve. Pourquoi est-ce qu'on tolère... L'enseignement technique, c'était pour les idiots. Pourquoi est-ce qu'on tolère un enfant qui a déjà plus de la vingtaine à s'inscrire dans un établissement technique alors qu'on ne le permet pas dans un établissement d'enseignement secondaire général? Parce que ta tête est ardue. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'était un système d'enseignement qui était réservé justement aux enfants qui étaient entre guillemets un peu idiots. C'est eux qu'on envoyait là-bas. Bon, aujourd'hui, les choses sont en train d'évoluer. Mais seulement en restant dans l'enseignement secondaire, la technique et générale, on se rend compte que les établissements d'enseignement technique, même à Yaoundé, ne sont pas... Donc, je vous mets au défi, citez-moi 5 établissements d'enseignement. Ce qui peut s'expliquer, on ne va pas passer tout le temps dessus, monsieur Menguédé. Vous-même, vous venez d'expliquer déjà que dans le passé, on a donné la priorité à l'enseignement général. Donc, faire ce tableau qui voudrait qu'aujourd'hui, il y ait plus d'établissements d'enseignement général que d'enseignement technique, c'est logique. Je veux justement dire que là, on construit ou alors on plante les germes des inégalités des chances. C'est ce que je vais dire à la fin. Et puis maintenant, le troisième... Vous savez, quelqu'un peut faire la technique à la fin, il est plus confortable. Non, ça c'est l'enseignement général, ça ne peut pas justifier qu'on parle d'inégalité. Si, il y a une inégalité des chances du moment où on pensait que ce qui allait là-bas... C'était un moment, non, on est aujourd'hui. Ça n'a pas beaucoup changé, madame Guesselé. C'est pour ça que je dis que vous prenez Yaoundé, vous ne pouvez pas me citer 5 établissements d'enseignement technique. On a dit qu'on peut le comprendre, parce que dans la procédure qui a été mise jusqu'ici, on ne va pas rattraper le gap à un an pour faire plaisir aux gens. Ça fait 60. Non, on ne va pas rattraper. Là, c'est politiser une discussion qui peut être plus simple que ça. Sauf que c'est le politique. Essayons d'être constructifs. Sauf que c'est le politique. Oui, on en a besoin pour les téléspectateurs. Justement. Et maintenant, le dernier niveau d'éléments que je voudrais soulever, c'est
le clivage linguistique qui est flagrant. Le clivage linguistique. On a quelle langue qui est non, jusqu'à il y a très récent. Le Manguissa. Il y a quelqu'un qui a dit que il ne sait pas si pour accéder à certaines fonctions dans ce pays, il faut qu'il fasse un concours pour... Bon, je ne voudrais pas m'attarder là-dessus. Mais donc là, l'inégalité dans les langues des gens. Donc tu parles ta langue là-bas, l'autre parle sa langue, il y a une égalité de langue. Vous ne me saisissez pas. Parce que tu veux trop politiser. Non, ce n'est pas une question de politique. Malheureusement, c'est comme ça. Ce sont les règles qui régissent. Donc les langues ont quel problème dans l'inégalité des chances? J'en viens, si vous me laissez aller jusqu'au bout. Oui, allez jusqu'au bout. Moi, voici, je vous attends à la porte de sortie. Allez jusqu'au bout. Donc je disais les clivages politique. Je ne voudrais même pas déjà qu'on rentre directement dans nos langues maternelles. Mais juste au niveau des deux langues officielles que nous utilisons, le clivage entre ces deux langues contribue justement à exacerber l'inégalité des chances. Du moment où, si vous maîtrisez uniquement la langue, l'anglais, ou uniquement le français. Qui vous a empêché de parler les deux? Non, vous me comprenez. Vous êtes en train de questionner. C'est pour ça maintenant qu'il y a une prolifération des écoles bilingues pour essayer de rattraper le gap là. Et c'est ça justement la solution. C'est ça justement la solution pour essayer de rattraper le problème d'inégalité des chances. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Monsieur Menguede, je vous repose la question. Oui. À quel niveau une langue que tu décides de parler, ou les deux, ou une seule, vient t'empêcher d'avoir l'égalité de possibilités avec quelque chose que tu décides toi-même d'appliquer? Vous pensez vraiment qu'on avait le choix jusqu'à un moment donné de faire l'anglais ou le français? On a empêché, on a mis la barrière. On n'avait pas le choix parce qu'il y avait des zones où il n'y a que des écoles francophones. Vous faites comment alors que vous voulez apprendre l'anglais? Vous voulez que vos enfants fassent des écoles dans le système anglophone. Mais dans la localité où vous vivez, il n'y a pas ces écoles. Est-ce que vous avez le choix? C'est pas un procès d'intention que vous faites. Non, vous aviez d'abord envie avant de parler l'anglais là. Pourquoi pas? C'est pas l'actualité, la réalité qui vous a rattrapé, puis vous voulez parler l'anglais. C'est juste c'est pas trop facile de prendre aussi vos propres décisions et de mettre aujourd'hui sur la tête C'est justement parce que nous avons besoin de rechercher, nous recherchons cette égalité de chances. C'est pour ça que nous dirigeons nos enfants là. Donc pour répondre à votre question à la fin, mythe ou réalité, je dirais plutôt que l'égalité des chances au Cameroun est un leurre. D'accord. Je reviens pour que vous donniez des solutions pour que ça devienne une réalité dans ce pays. D'accord. Même le sujet où on peut discuter sans politique. Dès que tu as un politicien sur ton plateau, non, laisse d'abord, je ne suis plus avec toi, je suis déjà avec El Mahika Ibrahim. C'est un homme politique qui parle. Dès que tu les gars, s'ils vont te trouver la politique dans la fête, je ne pouvais pas imaginer. Est-ce que vous arrivez à détacher la politique de la vie? Attendez, ce n'est pas possible. Je n'avais pas vu ça venir. Ce n'est pas possible. On ne peut pas détacher les questions d'intérêt national de la politique. C'est ce que je dis. Que tu as réussi à mettre la politique dans la vie jusqu'à fond. C'est un fait. Et tu as enfoncé le clou comme tu as annoncé que tu devais enfoncer le clou. El Mahika Ibrahim, réalité ou mythe? Non, c'est une mythe, franchement, parce que là, sincèrement, quand j'ai vu la thématique ce matin, je ne savais pas qu'il y avait une journée consacrée. C'est où j'ai posé la question. Beaucoup de personnes ne savent pas. C'est-à-dire, je veux, n'est-ce pas, non, expliquer cela de façon simple. C'est votre parti qui a construit ça? Non, ce n'est pas quelque chose de parti, oui. Parce que à l'entame, n'est-ce pas, il apparaît de quelque chose de très important. Ouais. L'égalité de chance doit commencer d'abord par un système éducatif. Oui. Ça, c'est une évidence. Tout à fait normal parce qu'un homme qui n'est pas éduqué, qui n'est pas allé à l'école, n'a aucune chance quelque part. C'est-à-dire un pays a besoin de gens instruits. Parce que le monde change, le monde évolue. Tout ce que tu peux faire aujourd'hui, même le commerce. C'est-à-dire, nous prenons par l'exemple de nos parents avant, qui savaient calculer, c'est-à-dire compter de l'argent comme ça et le stocker quelque part. Aujourd'hui, il faut travailler avec les banques et avec des partenaires. Donc même en faisant le commerce, l'agriculture, l'élevage, il faut avoir au moins un BABA. Donc, pour en arriver, c'est vraiment à l'égalité de chance, il faut d'abord l'éducation. Et l'éducation,
doit être, n'est-ce pas, donné à tout le monde. C'est-à-dire rendre l'éducation obligatoire, comme ça se passe, n'est-ce pas, dans des pays. Qu'on force même les gens à aller à l'école en cas de nécessité. Moi, je me dis quelque part aussi, n'est-ce pas, ce n'est pas question de langue, être bilingue ou quoi. C'est-à-dire chacun doit se sentir bien dans ce qu'il fait. C'est-à-dire protégé par l'État. L'État est chargé d'organiser une société. Je suis coordonné que dans ce travail-là que je fais, que je trouve un cadre, qu'on me permet, n'est-ce pas, à travers mon travail, d'être protégé par l'État. C'est-à-dire toute activité que je peux mener, que l'État m'accompagne. C'est d'abord ça, la formation. Parce qu'après l'éducation, maintenant, tu peux avoir des diplômes, mais il faudrait que l'État, n'est-ce pas, t'aide, n'est-ce pas, à t'insérer dans la société. Prenons le cas du salaire minimum au Cameroun, où un ministre est sorti vous dire avec 35 000. Ça, c'est déjà une insulte. Il ne peut jamais avoir égalité dans une société comme ça. Prenez le cas, n'est-ce pas, de l'éducation. Les écoles que vous dites, il y a des écoles, s'il y a même des écoles quelque part, ces écoles-là représentent quoi? La plupart des écoles dans la République, c'est des porcheries. Mais nous avons dans ce pays, dans aucun pays au monde, où dans une présidence de la République, vous trouvez une école. L'école des élites, de la reproduction des élites. Nous aimerions voir ce type d'école partout dans la République, où les enfants peuvent déjeuner à la fin de l'année bien habillés avec des beaux cadeaux. Bien en costume. Bien en costume. Mais nous n'avons pas ça. Voilà l'illégalité. Et une ministre voleuse, je dis bien voleuse, nous a dit le dernier de cette école, le premier dans les autres écoles de la République. Parce que nous avons la mémoire pour garder des choses et des mots. Et une ministre, j'ai dit, n'est-ce pas, de l'enseignement primaire. C'est entre vous là-bas. Mais ce jour-là, j'ai dit, mais nous sommes dans quel pays ça? Mais cette école continue toujours à être là pour la reproduction des élites. Mais allez voir là où nos enfants vont dans des écoles ici, partout, dans la République. Donc, vous voyez, à partir de là, il y a l'inégalité salariale d'abord. On est d'accord? Le système éducatif, sincèrement, vous voyez des enfants qui peinent. Parce que les gens croient que le Cameroun, c'est Yaoundé, voilà. Il est bien vrai que, n'est-ce pas, quelqu'un a dit quand même que quand Yaoundé respire au Cameroun, vie. Le président Biaki l'a dit. C'est votre champion. Non, il faut dire des choses. C'est des choses qui se passent. C'est des choses qui sont dites dans ce pays devant nous. Parce que les gens, même Yaoundé essaie d'aller dans d'autres écoles, hein, dans le sous-quartier là. Mais c'est la porcherie. Mais on va vous dire qu'on a construit un nombre d'écoles. Donc, vous voyez, à partir de là, quand un enfant doit grandir dans un environnement comme ça, où il trouve son père précarisé, son père tout le matin sort, il n'a rien. On est d'accord? Ça dit pour sa pension, je vous dis mes voisins directs, j'ai 3 enfants qui ne sont pas allés à l'école pendant au moins une semaine. L'autre c'est moi qui ai complété 30 000 francs à la maman. Donc, qu'est-ce que vous voulez d'une société comme ça là? Pourtant, la répartition du bien de la République doit se faire partout. Mais dans ce même pays, on vous dit que quelqu'un a volé 100 milliards. Et c'est eux qui narguent les autres. Donc, l'égalité sociale dans un pays comme ça, mes chers amis, ne pensez pas. Alors maintenant, au recrutement, même quand tu es bardé de diplômes, qui vous dira quand et comment on recrute, n'est-ce pas, au niveau de la SNH? Hein? Comme tel ici, la plupart, n'est-ce pas, de sociétés à la Sonara ou autre. D'où je parlais tantôt de clivage linguistique. Il y a des sociétés où si vous ne parlez pas une langue, on ne vous recrute pas. Tout à fait normal. Allez dans le couloir de certains ministères, vous voyez ce qui se passe. Dès que tu entres, tu sais que le ministre là est de tel côté. Tu n'as même pas besoin de ce quand même. C'est le vigile. Donc quand vous voyez des choses comme ça, dans une société comme ça, où tout est revenu, n'est-ce pas, à un problème, n'est-ce pas, personnel, dès qu'on te donnera donner ta part, où le discours même des gens censés d'organiser, n'est-ce pas, de cette société, d'essayer, n'est-ce pas, d'équilibrer au moins ce chose. C'est eux qui viennent vous tenir des discours qui divisent, qui fâchent. Dans un pays normal, ce ministre, le soir là quand je suivis, où un ministre, un Camerounais, le fils d'un pauvre, c'est pas parce qu'il est devenu ministre, qui vous dit avec 35 000, quelqu'un peut vivre.
Mon cher ami, même dans mon village. Dans un pays où la chambre coûte 30 000. Ouais. Mon cher frère. 30 000. La chambre. La chambre. Non, il a dit la chambre. Il dit ça, c'est pour ça qu'on dit le peuple camerounais, le Cameroun, besoin d'éducation. Vous comprenez bien. Vraiment, il faut éduquer l'homme à comprendre certaines choses. Justement, c'est vers là qu'on va y aller à présent. Qu'est-ce qu'il faut donc pour qu'on passe d'un mythe à une réalité? On va jouer à notre petit jeu habituel pour sortir de cette émission. Que chacun prenne sa responsabilité, que le peuple revienne, n'est-ce pas, essayer de faire comprendre au peuple que c'est eux, les souverains, ils sont au-dessus du chef de l'État. Oui. Et ils font ça comment? Que dans un pays, qu'ils participent à tous les jeux, n'est-ce pas, électoraux qui se passent, pour avoir des élus qu'ils ont choisis véritablement. Qu'on voit des élus qui sortent en bras de chemise transpirés. J'ai vu Sarkozy dire aidez-moi. Souvenez-vous de la campagne de Sarkozy. Voyez en Europe comment un chef d'État transpire. Parce qu'il n'est pas sûr de passer. Mais quand quelqu'un va vous faire une campagne de 45 minutes, mon cher ami, c'est notre pays, hein. Nous allons laisser là, nous c'est fini. Hein. Moi particulièrement, je vous dis, nous avons une jeunesse, tant que nous n'éduquons pas cette jeunesse, cette masse-là, à comprendre que leur avenir dépend de ce qu'ils vont faire de la démocratie. Avoir un maire, avoir un conseiller qui doit, n'est-ce pas, aboutir, n'est-ce pas, au Sénat, avoir un député qui sait qu'il doit vous rendre compte, il n'est que là juste pour un mandat s'il s'amuse, avoir un président de la République qui sait qu'une fois qu'il doit vous rendre compte. C'est pour ça aujourd'hui dans ce pays, vous voyez des choses, les choses se passent, personne ne répond. On s'en fout de vous. Allez vous faire foutre, ça dit c'est vous qui gérons, c'est pas votre problème. Pourtant ce qu'ils font c'est nous qui les payons. Ils travaillent pour nous. Combien de Camerounais savent que le président de la République a un salaire? Combien de Camerounais sont là? Je demande quand beaucoup vont te dire, mais c'est son bien, c'est sa propriété. Les gens ne savent pas que c'est un salarié de l'État. Donc quand vous dites des choses comme ça dans un pays, on croit que parce que vous êtes de tel parti, parce que vous êtes ceci, combien de Camerounais? Beaucoup ne savent pas. D'autres même se disent que la maison là c'est pour lui. Surtout les enfants de 38 ans qui sont sortis le trouver là. Donc, nous avons affaire à une jeunesse comme ça, perdue, c'est pour ça que ça ne les intéresse pas. Donc, tant que nous ne revenons pas à la nation, c'est-à-dire à la République, refaire notre République, que chacun prenne sa responsabilité et comprenne que j'ai un devoir. Et pour que je laisse une génération, regardez dans les pays européens, vous voyez une maman de 90 ans quand il y a marche aux revendications. Elle vous dit, je fais ça pour mon petit-fils. Je veux qu'il trouve une société normale, une société juste. Mais ici, vous demandez à un enfant, il dit, papa, toi, tu as fini ta vie, va d'abord, nous allons te suivre. J'ai eu des enfants comme ça, des étudiants. Exact. Bon, dans une société comme ça, Jules Lobo, il ne peut jamais y avoir d'égalité. De chance. Monsieur Menguede, qu'est-ce qu'il faut pour se rapprocher de la réalité que du mythe? Bien, pour construire l'égalité des chances. L'égalité des chances au Cameroun, je vais rester sur le thème de l'éducation. Il faut améliorer l'accès à l'éducation pour tous. Il faut améliorer l'accès à l'éducation pour tous. C'est bien beau de construire des écoles, mais ça ne suffit pas. Il faut construire les écoles, il faut les équiper. Il faut faire en sorte que le Camerounais ait la possibilité de choisir l'enseignement qui lui convient par rapport à ce qu'il a comme objectif pour son avenir, sans avoir à trop souffrir. Ça veut dire qu'un enfant qui veut apprendre un métier dans l'enseignement technique professionnel, qu'il ne soit pas obligé de se déplacer d'une ville à une autre, parce que ce n'est que dans la ville là, dans l'autre ville là où on trouve ce système, cet établissement. Cette matière, cette spécialité. Voilà, donc en améliorant justement les conditions d'accès à l'éducation pour tout le monde, on voit les lycées techniques qui manquent d'ateliers, qui manquent de matériel, qui ont même parfois ce matériel-là, mais qui manquent d'énergie. Là encore, on va revenir. Vous allez encore me dire que je politise. Quelqu'un dit tout à l'heure qu'on a coupé l'énergie à quelque part en Côte-du-Sud. Donc, qu'il y ait même suffisamment d'énergie pour que, justement, ces établissements-là puissent fonctionner. Donc, pour moi, c'est ce qu'il faut. Monsieur Ngacho. Ma solution pour qu'on puisse tendre
faire en sorte qu'on tende vers la réalité de l'égalité des chances, la première des choses, nous devons revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire qu'il faut éduquer la population. Il faut éduquer la population. Vous savez, quelqu'un a dit que pour tuer un peuple, il faut le priver d'éducation, il faut éduquer. Aujourd'hui, notre jeunesse, la population manque d'une véritable culture politique, sociale. Vous savez, aujourd'hui, l'éducation civique même, c'est quoi quand il a parlé d'éducation, il faut repenser tous les curricula qui sont au programme. Il faut repenser tous les curricula et revenir aux fondamentaux. Et dire au peuple, parce que on dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et donc le peuple doit être éduqué aux questions politiques. Et ça passe par un bon cours d'éducation civique et citoyenne qu'il n'y a plus beaucoup dans nos écoles. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut dire à la jeunesse que si on voudrait avoir tous les mêmes droits, il faudrait qu'on participe. Tous. On participe aux efforts politiques. Parce que le combat politique n'est pas que pour un parti, pour un individu, c'est pour nous tous. Et qu'on doit tous participer, chacun doit poser sa pierre pour la construction de l'édifice. Participer ne veut pas dire aller dans les rues, descendre, non. Être éduqué à la chose politique, savoir voter, savoir comment faire pour voter. Après, qu'est-ce qu'il y a de faire après le vote, comment contrôler son vote, comment. Faites éduquer, c'est de ça qu'il s'agit. Et ce n'est qu'à ce prix qu'on aura, cette égalité des chances que nous appelons de tous les vœux. Monsieur Arono. Oui, j'aurais pu parler, même si on doit parler à la jeunesse parce qu'on est gouverné par les nonagénaires, les octogénaires. Parlez à qui vous voulez. Donc c'est à la jeunesse on devrait beaucoup plus parler. Beaucoup ont déjà parlé à la jeunesse. Moi, je voudrais parler à ceux qui nous gouvernent actuellement. Il faut qu'ils comprennent que même si eux ne seront plus là, leurs enfants ou leurs petits-fils seront là et vivront ce qu'ils ont construit pour eux. Parce qu'ils sont en train de construire ça pour eux. Et que nous autres, qui sommes leurs petits-fils ou leurs enfants, ne supporterons plus que ce qu'ils sont en train de faire à nos parents, que leurs enfants viennent nous le faire. Vraiment, il faut leur dire ça. Parce qu'ils se comportent comme s'ils avaient un autre pays. Comme s'ils sont de passage au Cameroun. Et pourtant, même s'ils ne sont pas là demain, leurs enfants, leurs petits-enfants vivront ça avec nous. Donc, c'est à eux qu'il faut parler. Leur faire comprendre que ils vont partir et qu'à notre niveau, nous, on va exiger à leurs enfants, à leurs petits-fils qu'il y ait une égalité. Et c'est là où ils verront qu'ils ont mal travaillé pour leurs enfants. D'accord. L'égalité des chances est un véritable mythe au Cameroun. Il n'y a qu'à observer comment notre justice fonctionne. Le pauvre n'a aucune chance devant le nanti à la barre. Nos concours administratifs ne sont que l'apanage des barons du régime. Le pauvre est discriminé d'office. Voyez comment on considère la personne vivant avec un handicap. Elles sont abandonnées à elles-mêmes dans notre société. Et la jambe féminine, qui elle aussi doit céder au chantage pour bénéficier d'une moindre opportunité dans nos services publics au Cameroun, mon beau pays. Ernest Zambo qui nous écrit. Bonsoir, on va en Guinée-Conakry. Bonsoir Tata Rosalie, il n'y a pas d'égalité au Cameroun, je parle de mon cas. Je suis titulaire d'un DTS en chaudronnerie, soudure, au centre de formation professionnelle de l'excellence de Douala. Première QV, 2017-2018. Après l'obtention de mon BTS MFCM, c'est-à-dire métaux en feuilles de construction métallique, formé par l'État, et jusqu'à nos jours, personne parmi notre promotion n'a été inséré dans une entreprise d'État, comme c'était prévu pendant la formation. Chacun se bat comme il peut. C'est Narcisse Florent depuis la Guinée-Conakry. Pourtant, c'est un métier rare. On a même cherché des chaudronniers ici à un moment donné. Le peuple là, on n'en a pas trouvé. C'est un métier rare, je ne comprends pas. Bonsoir Rosalie, votre constat ce soir est très bien et démontre votre haute lucidité. Comment expliquer qu'on veut politiser tout? Voyez que votre panéliste qui refusait de parler anglais depuis la classe de 6e veut démontrer et parler de son problème comme problème général. Dans le monde, il n'y aura jamais égalité des chances. Même les anges
se plaignent de l'inégalité. Pour moi, il n'y aura jamais égalité. Franck de Bokito. Bonsoir Rosalie, très bonne émission. Votre deuxième thématique telle que posée, égalité des chances, mythe ou réalité, est beaucoup plus irréelle que réelle, puisque cette égalité des chances ne saurait être mathématique, car de par leur nature et leur naissance, certaines personnes seraient déjà privilégiées. Et maintenant, pour ce qui est de l'emploi, le Cameroun sous Paul Biya a été clair avec le jeu des équilibres. Noah depuis Mélon. On est en mode d'équilibre au Cameroun. Bonsoir, salut une fois de plus Rosalie. L'égalité des chances est une exigence qui veut que le statut social des individus d'une génération ne dépende plus des caractéristiques morales, éthiques, religieuses, financières et sociales des générations précédentes, mais uniquement du service qu'ils peuvent apporter à la société, voire à la civilisation. On retrouve cette vision dans l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme qui stipule que les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Cette vision de l'égalité des chances constitue l'un des fondements de la théorie de la justice comme équité du contemporain John Rawls, en supposant qu'il y aura une répartition des atouts naturels, ceux qui sont au même niveau de talent et de capacité et qui ont le même désir de les utiliser devraient avoir les mêmes perspectives de succès. Ceci sans tenir compte de leur position initiale dans le système social. C'est une réalité ici en principe énoncée, même dans le préambule de notre Constitution de 1996, mais dans la pratique et sur le plan fonctionnel, le mythe apparaît. Au moment d'interpréter les aspects économiques, financiers, le clientélisme, le tribalisme, les religions, causent un écart entre l'égalité contestée et l'équité qui est un modèle dans la distribution des chances. Christian Boutou, c'est ce que j'avais dit. Trop d'école, tu l'école. Ah, Christian, tu ne pouvais pas nous dire la fin. Mieux je ferme l'émission si quelqu'un avait dit que je ferme la porte du grand soir pour ce soir, on part d'abord se balader. Et on revient demain. Bonsoir Rosalie, à tout ton panel, vraiment, reviens sur terre, mon père, parce que ces gens ont déjà envoyé leurs enfants à l'étranger. C'est Pancras depuis Guidère qui nous écrit ce soir. Maman Rosalie, j'ai fréquenté dans une école bilingue Jumping Jack au Carrefour au Billy à l'époque. Nous, mes camarades de l'époque en diaspora, se sont réunis en ligne pour discuter nos plans d'investissement pour cet établissement. Après quelques consultations sur le terrain et sollicitations auprès des chefs d'établissement, j'ai compris très rapidement que ce projet serait financé purement par nous, sans aide. Malgré tout, le pays dépend de nous en diaspora et nous devons répondre aux besoins du développement. C'est Blondel qui nous écrit depuis Boston, aux États-Unis. Les gars, prenez seulement les dollars, venez investir au pays. Faites comme les autres. Parce que les gars, il n'y a pas l'argent ici pour vous soutenir. Il n'y a pas l'argent ici pour vous soutenir. Donc, soutenez. Non, c'est pourquoi j'ai dit non, il n'y a pas l'argent pour vous soutenir. Donc, si vous voulez venir faire, vraiment, venez seulement faire. Parce que c'est à qui appartient le pays. C'est tout. Ça arrange à prendre. Non, venez seulement faire. N'attendez pas de l'aide. Entendez-vous, cotisez. Mettez-vous ensemble. Car on a besoin de vous au pays. Revenez seulement. Venez seulement planter les écoles, mettez nos enfants dedans, créer des hôpitaux, soignez-nous, revenez avec la technologie. Arrêtez de nous dire que vous attendez que le gouvernement vous soutienne. Le gouvernement ne se soutient même plus. Merci à vous quatre d'avoir été là ce soir. Merci à cette grande communauté de la diaspora qui est connectée à cette émission tous les jours. On vous le dira jamais assez. Hein. C'est ensemble qu'on va construire ce pays. Je le dis et je le redirai toujours dans cette émission. On fait notre part sur ce plateau, on fait parler et on fait écouter. J'espère que ceux qui prennent les décisions écoutent également, qu'ils fassent leur part. Parce que le pays nous appartient à nous tous. J'ai fait ma part et j'ai terminé pour ce soir. Merci Ismaël. Merci à Jean-Martin Kenfak. Merci à mon bébé Célestin Tomo. Respect M. Jonimva. Je vous laisse en compagnie d'Herminie Louga. Elle vous livre la quintessence de l'information en langue de Shakespeare. Vous retrouverez Claudia Ntia lorsqu'il sera 20h pour la version en langue de Molière. Et bien sûr le sport. Affiche Sport sera à 21h sur Info Télévision. Allez, bon suite de programme sur nos antennes. À demain.